On trouve dans la Déclaration de Philadelphie une définition de cette juste division du travail, propre à nous servir de boussole en ces temps désorientés. Elle donne pour objectif aux différentes nations du monde que les travailleurs soient employés à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance, et de contribuer le mieux au bien-être commun. Forte et belle formule, qui conjugue la question du sens du travail, du pourquoi travailler, pour contribuer le mieux au bien-être commun, et celle de son contenu, du comment travailler, en ayant la satisfaction de donner la mesure de son habileté et de ses connaissances. Elle dessine ce qu'après Georges Canguilhem et Yves Schwartz, mais dans un sens élargi, nous avons proposé d'appeler une conception ergologique du travail, c'est-à-dire une conception qui, partant de l'expérience même du travail, restaure la hiérarchie des moyens et des fins en indexant le statut du travailleur sur l'œuvre à réaliser et non pas sur son produit financier. À vrai dire, cette conception est encore présente non seulement en fait, chez tous ceux qui continuent de travailler de leur mieux, sans en attendre un profit matériel, mais aussi en droit, dans le statut juridique accordé à certaines fonctions. C'est le cas du statut des professions libérales, dont les services ne sont pas, ou du moins pas encore complètement, abandonnés sans reste aux lois du marché, car leur qualité requiert le respect de règles de l'art propres à chacune d'elles. C'est bien alors la nature du travail qui commande son régime juridique, tandis que sa rétribution demeure en principe inappréciable, justifiant le versement d'honoraires et non de salaires. Ce statut est là pour nous rappeler que la fiction du travail marchandise, comme celle de la terre marchandise, est récente et ne s'est cristallisée juridiquement qu'au XIXe siècle. Antérieurement, la notion de travail était réservée aux tâches ne supposant pas la mise en œuvre de qualités incorporées dans la personne. Nous dirions aujourd'hui la mise en œuvre de qualifications professionnelles. Ces tâches étaient le lot des gens de peine ou gens de bras, qui, contrairement aux gens de métier, pouvaient être identifiés à une quantité de travail mesurée en temps. De ceux, en revanche, dont la tâche supposait la mise en œuvre de l'intelligence, on ne disait pas qu'ils travaillaient, mais qu'ils œuvraient. Et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert rangeait ainsi dans une même catégorie d'ouvriers les artisans et les artistes, les arts mécaniques et les arts libéraux. L'autre statut professionnel qui continue d'échapper à la fiction du travail marchandise est celui de la fonction publique, elle aussi ordonnée sur des valeurs non marchandes d'intérêt général. Il importe de l'évoquer car certains de ces traits semblent répondre aux problèmes soulevés par la révolution informatique et la crise écologique. La crise écologique nous oblige à juger de l'impact du travail sur ce bien public par excellence qu'est notre écoumène. Quant à la révolution informatique, son bon usage suppose l'adhésion de tous les travailleurs à une œuvre commune. Or, l'esprit de service public repose précisément sur cette idée d'œuvre. Le lien de subordination n'y est pas un lien binaire de domination, car le supérieur hiérarchique s'y trouve lui-même au service du public. Tout le travail s'y trouve ordonné autour de la réalisation de ce service auquel tous les agents s'identifient et qui confère une dignité à la fonction de chacun, aussi modeste soit-elle. Cet esprit de service public est celui qui anime encore tous les agents d'une institution comme le Collège de France, et je voudrais ici rendre hommage à leur attachement et à leur dévouement à notre mission commune d'élaboration et de transmission des connaissances. Ainsi que le marque sa qualification juridique, la rétribution de ceux qui œuvrent ainsi à une mission d'intérêt général n'est qu'un moyen au service de ce but. Il s'agit d'un traitement dont le montant doit leur permettre de vivre dignement et non d'un salaire indexé sur les cours du marché du travail. Il est assez évident que la fonction publique ainsi conçue est aujourd'hui menacée par l'extension du paradigme du travail marchandise à toutes les activités qui lui échappaient encore. Tel est le sens du projet de réforme de la fonction publique en cours de discussion, qui prévoit la mise en concurrence du privé et du public pour l'exécution de certaines tâches de direction ou le recours au contrat plutôt qu'au statut
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les syndicats ont eux-mêmes prêté depuis longtemps la main à cette extension en revendiquant l'alignement du sort des agents publics sur celui des salariés à chaque fois que ce dernier leur était plus favorable. Mais c'est surtout une frange réduite mais influente de la haute fonction publique, celle des oligarques à la française, qui a engagé celle-ci dans un processus de dégénérescence corporative, en cumulant les avantages du privé et du public et en cultivant l'idée d'une équivalence fonctionnelle du service de l'intérêt général et de celui du monde des affaires. Cette fusion se lie en France dans l'organigramme de Sciences Po, où la notion d'affaires publiques a récemment supplanté celle d'administration publique. Cette tendance n'épargne pas les fonctions régaliennes les plus centrales. Nous avons rencontré, au fil de notre enquête, le cas pittoresque de la sous-traitance à une entreprise privée, du travail de rédaction de l'exposé des motifs de la loi mobilité. De façon beaucoup plus fréquente, c'est le travail du juge qui se trouve aujourd'hui concurrencé ou évincé en droit américain ou dans les traités internationaux d'investissement par le recours à un marché de l'arbitrage qui prive de facto les justiciables de tout recours à un tiers impartial et désintéressé. Ce cas est emblématique du caractère autodestructeur du marché total, car il n'y a pas de marché concret qui puisse fonctionner convenablement dans une cité où la justice est elle-même gérée comme un marché. Cette dynamique du paradigme du travail-marchandise pourrait nous conduire à voir dans les formes de travail qui lui échappent encore des fossiles appelés à rejoindre bientôt les manuels d'histoire du droit. Mais les défis de la révolution numérique et de la crise écologique nous poussent au contraire à y voir les germes possibles d'un nouveau statut du travail qui fasse place à son objet, c'est-à-dire l'œuvre accomplie, et pas seulement à sa valeur d'échange. Ou, pour le dire autrement, ils nous poussent à restaurer l'ordre des fins et des moyens en substituant à la conception marchande du travail la conception ergologique entrevue dans la Déclaration de Philadelphie.